Et bonjour et bienvenue à tous. Alors c'est comme les enfants, il y a toujours de la place devant. Non, personne ne veut venir plus près? Il y a de la place ici si vous voulez. Oui, bon, je vous souhaite la bienvenue. Guylaine Vielle, Séché Environnement. Donc voilà, donc je suis au service communication et on est ravis de vous accueillir donc, dans le thème des rendez-vous donc, du mardi. Et voilà, pour vous apporter toute la dimension donc, de notre entreprise sur l'économie circulaire. Donc voilà, donc vous avez vu le programme, Centre de tri des collectes sélectives. Ça n'a rien à voir avec l'architecture, mais c'est un maillon de l'économie circulaire et c'est bien de commencer comme ça, avec une présentation. Merci Guylaine. En tout cas, un grand merci à Séché Environnement de nous accueillir ce soir. Et du coup, oui, comme le disait Guylaine, c'est un rendez-vous du mardi. Donc on l'a intitulé Raréfaction des ressources, comment construire demain. Et on s'est dit, pourquoi pas se rapprocher de Séché Environnement, parce que y a plein de choses qu'on doit apprendre et qu'on ne connaît pas bien. Et en fait, au CAE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, on ne parle pas seulement d'architecture, on parle aussi d'environnement, etc. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette thématique ce soir. Peut-être que je vais juste dire un mot pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le CAE, mais vous retrouverez des éléments sur notre site ou ailleurs. Le CAE, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est un organisme associatif qui est né en 1978 en Mayenne, et on n'est que pour la Mayenne, le département de la Mayenne, et on est une petite équipe de chefs qui représente moins de 3,5 temps plein. On fait du conseil aux particuliers dans le cadre de l'acte de construire ou de rénovation, etc. Ça, c'est un conseil qu'on fait gratuitement. On assiste aussi les communes dans toutes leurs réflexions sur l'aménagement du territoire via des conversions, et on essaye d'accompagner pour aller vers un projet, donc en amont de la maîtrise d'œuvre. Et puis on fait de la formation, et de la sensibilisation pour, je vais dire, globalement pour tout public, donc des petits, des professionnels, des élus, des particuliers, des étudiants, les agents, enfin tout le monde, sur tous les domaines de l'aménagement du territoire, paysage, urbanisme, environnement, patrimoine, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Et puis, du coup, je vais juste vous dire un peu le programme de ce soir. Donc, après cet accueil, on vous propose de visiter, c'est par là, ça va se passer, le centre de tri qui sera commenté, du coup, avec Guylaine et Sandrine. C'est intéressant, donc ça va être, faut bien suivre les instructions de Guylaine et Sandrine, être à la queue leu, bien écouter, vous aurez un petit casque, etc. Et puis ça ne sera pas trop long, il faut qu'on fasse attention au timing, à la fois pour ce qu'on doit continuer, mais aussi pour ne pas déranger, parce que c'est un lieu où on travaille, donc il faut aussi respecter ce côté-là. Il y aura une petite présentation d'un film de Séché Environnement. Et puis vous aurez peut-être deux collègues qui seront là aussi après pour nous parler aussi. Donc Sylvain Le Tourneau qui est écologue paysagiste et qui travaille pour vous, chez vous. Et une autre personne, Baptiste. Voilà, Baptiste Goulin, et qui sera là pour parler de responsabilité élargie du producteur, avec un petit film aussi. Et ensuite, nous aurons une petite introduction avec Dao, qui travaille en économie circulaire et qui nous parlera de choses, qui est basée à Rennes. Et puis ensuite, nous aurons une petite vidéo qu'on a enregistrée de Laure Vidal-Baudet, qui est une chercheuse à l'Institut Agro de Rennes-Angers, et qui parlera justement de tout ce qui est agro, donc lié au sol beaucoup, et qui a fait aussi des petits programmes de recherche. Et vous avez des petits dépliants là-bas qui parlent de ça. Et on aura aussi après une présentation par Magali
Martet, qui est chef de projet chez ZEFCO, donc un institut qui travaille sur la ville et les relations avec la ville, et puis aujourd'hui tout ce qui est durable, etc. Donc il nous parlera de ça. Et vous avez travaillé sur un travail de recherche Maillon, et c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé à vous, avec d'autres partenaires. Et puis nous aurons un petit enregistrement de 5 minutes à peu près, 3 minutes, de Charlotte Morel, qui a travaillé, qui a fait un petit fascicule qui est accessible pour tout le monde sur Propaille, la filière Propaille. Et c'est quelqu'un qui fait de la charpente, du bois, de la maçonnerie, terre, paille, etc. Et elle a voulu faire un petit fascicule pour expliquer ce que c'était Propaille. Donc on aura cette petite présentation. Et puis à la fin, on vous propose un petit cocktail pour parler tout seul, enfin les uns et les autres ensemble, sur ce que vous aurez entendu. Voilà. Très bien. Du coup, je voulais juste avoir peut-être le plan du site, sans tout casser. Est-ce que certains ont déjà fait la visite de Séché? Qui a fait la visite? 2 seulement? 3? Mais nous aussi. Il y a longtemps? Ok. Alors là, c'est pas une visite complète, ça va être juste le centre de tri. Donc, si vous voulez visiter, il y a possibilité de le faire. Et par contre, il faut être un groupe pour bien faire. Et puis, on peut vous accueillir. Donc, il faut quand même s'y prendre un petit peu en avance parce qu'on a un agenda qui est vraiment bien rempli. Et il y a beaucoup de demandes. Et c'est intéressant de voir que les gens sont intéressés pour venir visiter le site de Séché. Alors, du coup, la météo. Non. Alors, du coup, on est où? On est ici au centre de tri de collecte sélective. D'accord? Ceux qui connaissent, donc, Séché. Vous savez d'où vient Séché? Je vais aller assez vite. Pourquoi Séché? Le nom Séché. Parce que c'est Monsieur Séché, et pas parce qu'on sèche les déchets, comme disent les enfants souvent. Donc, du coup, effectivement, on est sur un foncier de 250 hectares, avec plusieurs activités. L'activité historique, c'est le stockage de déchets. Donc ici, le site de Mézerolle, donc c'était le premier site qui était exploité. Si je vous parle de stockage, c'est ce qu'on appelait avant l'enfouissement. Mais aujourd'hui, si on parle de stockage, c'est que demain, il pourrait y avoir du déstockage. Voilà, donc avec l'évolution de la responsabilité élargie du producteur, avec donc tout ce qui est la notion de pollueur-payeur, il y a de plus en plus de matières qui sont recyclées. On est d'accord que les pots de yaourt, ça fait pas si longtemps qu'on les met dans le bac de tri. Donc c'est un exemple, d'accord? Donc ici, donc, le site de Mézerolle accueille du déchet non dangereux, donc de 1985 à 2003. 2003 jusqu'en 2018, c'est le site de la Cuisinière, toujours déchets non dangereux. Et ensuite, 2018 jusqu'en 2034, c'est le site de la Verrerie où on reçoit actuellement les déchets non dangereux. D'accord? Par rapport à ces activités de stockage de déchets non dangereux, on a développé 2 activités connexes de valorisation. La première, c'était avec le biogaz. Biogaz issu de la fermentation, donc tout simplement du stockage, hein, de l'enfouissement. Quand je vais mettre donc, du déchet organique, il va se décomposer et ça va produire du biogaz. Donc ce biogaz, la réglementation nous demande de le détruire, de le brûler. Sauf que nous, on s'est dit que ce serait peut-être bien, qu'on menait sur des terrains agricoles, de faire en sorte de tout simplement alimenter une coopérative que vous connaissez peut-être, Daisy West, qui est juste ici. Donc on alimente la coopérative avec la chaleur. Donc on a commencé, c'était en 1998. Aujourd'hui, la coopérative se trouve ici. Donc ça, c'était la première boucle d'économie circulaire. 1998, on n'en parlait pas du tout. C'est juste que des déchets, donc on fait des ressources. On en fait des ressources en captant donc, le biogaz. Après donc, le biogaz, on s'est dit qu'on allait faire évoluer l'outil. La coopérative s'arrêtant l'hiver, il y avait donc effectivement une perte. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a produit avec Mézerolle, Cuisinière à l'époque, ici en 2008, on a pris des turbines, on a produit de l'électricité. De l'électricité avec le biogaz, ce qui nous permettait de valoriser le biogaz à l'année, puisque on ne s'arrête plus l'hiver. Donc on a fait ça, et pour que la coopérative continue, on a fait en sorte de produire de la vapeur. Alors c'est un principe qui est simple, c'est juste qu'on prend des moteurs, on prend des turbines, donc les turbines produisent l'électricité,
avec l'alternateur, etc. Et la chaleur des gaz d'échappement, 500 degrés, on met à refroidir dans des chaudières, donc ça évite déjà en plus d'avoir des rejets très chauds. Et qu'est-ce que l'eau se transforme en vapeur, et c'est la vapeur qui va alimenter des e-waste. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle de la cogénération, donc c'est ce qu'on fait donc, depuis 2008. Alors on était très contents, très satisfaits, puisqu'on a réussi déjà à valoriser donc, 95% du biogaz en électricité. Ensuite, la coopérative, donc on l'a alimentée, mais elle s'arrête toujours l'hiver. Alors c'est quoi la solution? Est-ce que vous savez? La solution qu'on a trouvée pour boucler? Il faut chauffer avec l'eau, avec la chaleur qu'on a. Hein. C'est? Il faut chauffer, alors quoi? Mais il faut aller chercher plus loin pour... Réseau de chaleur de la ville de Laval. Voilà. Voilà. Donc du coup, on a deux clients complémentaires. L'été, puisque la coopérative fonctionne, c'est la coopérative. Et l'hiver, c'est Laval qui va recevoir donc de la chaleur via donc des déchets ici. Donc la production de biogaz, mais aussi la production de ce qu'on appelle du combustible solide de récupération, qui est fait à base de tout petits bouts de... C'est du CSR? Il est mort. On a tout rangé. C'est trop rangé, je ne trouve plus. C'est ça, c'est des petits bouts de plastique, etc. Donc vous allez voir au niveau du centre de tri, quand vous mettez dans vos poubelles, toute la fraction qui est trop petite, 5 cm, les recycleurs n'en veulent pas. C'est beaucoup trop petit, trop difficile à recycler. Donc du coup, nous, on va la séparer. Et avec ça, on fait du combustible. Et c'est ça qui va alimenter le réseau. Ça, le CSR, le combustible, plus le biogaz. D'accord ? Je peux vous le faire passer. Donc, pour aller très vite, le centre de tri de collecte sélective, après le biogaz, on est sur de la valorisation matière, ça c'est 1997. Le centre de tri où on va recevoir les poubelles jaunes, voilà, et on va faire en sorte de les trier pour que ça parte chez le recycleur. Donc toutes les colonnes que vous voyez ici, vous avez donc les différentes matières qui doivent être triées, puisque chaque matière va partir vers une filière. D'accord? Donc quand vous avez tout dans votre poubelle, nous ça arrive ici, on trie pour que ça parte chez le recycleur. Donc voilà. Donc au niveau du centre de tri, et on garde la fraction qui est trop petite, qu'on envoie directement donc, pour alimenter le réseau de chaleur. Donc c'est un four chaudière qui va donc faire le travail. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon? Donc voilà, donc juste pour vous expliquer tout ça, et puis du coup on va aller visiter le centre de tri. Eh bien, je vais vous présenter Sylvain, qui est notre écologue, et qui va parler donc des démarches que vous faites sur le site et sur donc, le futur bâtiment qui va être construit donc, dans la ZAC de la LGV. Bonjour à tous. On va un petit peu lâcher l'architecture quand même pour commencer, pour un peu expliquer comment on a approché la prise en compte de la biodiversité. Ça va reprendre les idées de fond de prise en compte de l'environnement, de l'état des ressources, etc. Et donc, du coup pour la partie biodiversité, et donc du coup depuis le début de l'activité industrielle séchée sur le site, et donc du coup comment nous on l'a mis en place ici. Et après si vous avez quelques questions sur le siège, je ne suis pas le maître d'œuvre, je ne suis pas l'archi du bâtiment, mais j'ai 2-3 infos si ça vous intéresse aussi. Et c'est vrai que toute cette démarche d'économie circulaire ou autre, quand on parle de préservation de la biodiversité, forcément on n'est pas sur exactement cette même définition, mais on est toujours dans une réflexion d'arriver à préserver quelque chose, un vivant, un fonctionnement, des chaînes alimentaires, et puis tout ça avec nous, qui, nous, entreprises industrielles implantées sur ce périmètre, sur ce grand territoire, même si ça reste petit si on compare à une commune ou au pays, mais donc, du coup qui vient prendre de l'espace, fragmenté, donc on peut très bien faire le parallèle avec ce que l'homme peut faire à l'échelle de la ville ou de la commune ou du pays, comment nous on a eu cette démarche-là. Donc il faut que je fasse court, mais si j'avais 4 mots à donner, pour notre stratégie, nous, ça a été d'arriver à préserver des espaces à l'intérieur de notre site, c'est-à-dire partager au final notre espace et prendre conscience que c'est pas une belle idée, ok plus loin, et donc du coup nous ici par contre on va faire autre chose,
on va protéger l'environnement par rapport à l'existence de déchets, mais l'activité de stockage génère aussi son propre impact et son grignotage de foncier. Donc on préserve des zones qui sont ni plus ni moins les corridors. Ça parle peut-être à quelques personnes d'entre vous. Et si on veut faire un mauvais parallèle, ça serait les autoroutes entre les villes, sauf que là, on parle de haies bocagères, de ruisseaux, de cours d'eau, et là plutôt de lieux de déplacement. Donc partager notre espace et dédier, en opposé à des zones industrielles, des espaces de nature pour la nature, continuellement disponibles pour la nature. Après, l'idée, ça va être vraiment de réhabiliter tous les jours, continuellement, le plus rapidement possible, donc c'est-à-dire de refermer les activités, refermer les zones d'exploitation et remettre en place, entre guillemets, ce que l'on avait enlevé. Alors forcément, c'est pas le même morceau de gazon, le même arbre, mais le même écosystème, le même paysage, dans une idée de vraiment de le redérouler pour avoir le côté fonctionnel, le côté esthétique, et bien sûr le côté habitat, donc le gîte et le couvert, si on parle comme ça. Et donc là, par contre, on se base aussi énormément sur nos zones écologiques sensibles, donc les zones qu'on a préservées. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé la biodiversité, réinventé la nature, hein, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de réutiliser ce qu'ils utilisent déjà. Après, l'idée, c'était d'avoir des moyens de suivre, de piloter, d'évaluer la qualité de ce travail-là et la qualité du reste des efforts de l'entreprise, donc des indicateurs de biodiversité, donc des suivis du paysage, de la qualité esthétique, de l'intégration ou de la rapidité d'avancement de la remise en place de nos plantations, et un panel d'indicateurs. C'est pour ça qu'on voit un panel de petits icônes. Alors les amphibiens, même si on dirait plus un gecko, les oiseaux, les papillons, les plantes, les libellules, les chauves-souris, les reptiles, etc. Tout un panel d'indicateurs que nous on va avoir en mode suivi pour avoir une évaluation des tendances d'évolution, de préservation et de répartition sur le site que l'on va pouvoir suivre sur le long terme pour avoir une info. Les premiers inventaires ont commencé en 2005 sur le site. Donc ça nous permet de piloter et de nous réajuster, parce que c'est quelque chose qui est vivant en fait, cette démarche-là. On a un grand principe qu'on a imaginé, inventé, mais en termes de, j'imagine que ça doit être pareil en architecture, mais si on faisait une radioscopie de l'ensemble des plantations qu'on a fait sur le site, on a eu à peu près tous les modes, tous les courants de préconisation qui ont été depuis qu'on parle de replanter des haies bocagères, de Saultner à l'époque, où aujourd'hui, à l'époque, il préconisait de planter des espèces qui aujourd'hui sont classées espèces exotiques envahissantes, etc. Mais c'est comme ça, et l'idée c'est surtout de ne pas être campé sur nos positions en disant on nous a dit un jour c'était parfait. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est en évolution, et je parle que de nous, mais c'est clairement pas une démarche que l'on fait tout seul. Pour le cas changéen, on travaille énormément avec Mayenne Nature Environnement, qui nous fait l'ensemble des inventaires, mais qui est là aussi en critique et en amélioration de la démarche, des pratiques de gestion, et puis même de la vision de l'approche, de la notion de réhabilitation, etc. Et puis après, plus les sujets comme ceci évoluent, plus aussi on va s'inspirer de ce que l'ensemble des autres personnes peuvent faire et inventer. Et il reste un quatrième point, si vous avez bien suivi, et ben c'est la gestion. C'est-à-dire qu'ici on est en Mayenne, on est sur le bocage mayennais, donc on est sur un paysage, un écosystème qui est lié à une activité humaine, donc qui n'est pas lié à une dynamique naturelle. Et donc du coup, et ben pour maintenir cet équilibre, en fait sa richesse c'est cette proportion entre prairies humides, prairies sèches, petites zones cultivées, le bosquet, le plus grand bosquet, la haie bocagère, la grosse bande boisée, et donc c'est la gestion, la mise en place de troupeaux, les pratiques espaces verts qui vont maintenir et favoriser cette dynamique-là. Donc voilà ce qu'on va pouvoir mettre en place, nous, ici sur le site, pour arriver au quotidien à essayer de préserver et intégrer notre site dans son paysage au sens large. Quand on dit paysage, on pense biodiversité, donc lieu de vie, lieu d'accueil de la faune, de la flore. Deux mots, mais même démarche pour nous, à chaque fois. Je ne sais pas si ça vous interroge, si ça vous...
Oui. Vous êtes à temps plein pour sécher? Oui, je suis séché, enfin je suis embauché par l'entreprise. Je suis séché. On vit un peu dans l'entreprise. Oui, il y a eu un premier écologue qui est arrivé il y a très longtemps, parce que maintenant il est à la retraite, qui a initié la démarche. Et puis aujourd'hui, maintenant, on est 5 à l'échelle de la France. Et en l'occurrence, on est 3 géographiquement basés sur le site de Changé. Et on se partage comme ça l'ensemble des sites. Et notre démarche a forcément énormément eu d'impact au début, surtout sur les sites comme celui de Changé, donc avec le métier historique de stockage, parce qu'on avait des gros terrains de jeu. Mais aujourd'hui, on va bien plus loin. On est aussi sur des plateformes de traitement de produits chimiques ou autres, où on imagine moins la gestion d'espaces naturels au sens réserve naturelle un petit peu, mais la préservation de la biodiversité, c'est aussi de la sensibilisation, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de l'animation, et donc du coup, tous ces domaines-là, qui historiquement étaient un peu anecdotiques, un peu dans notre action sur le site, eh ben, prennent un peu de l'ampleur, et puis pour lui donner un peu de crédit, on va se rattacher à des choses qui sont proposées par le ministère ou par des associations d'entreprises comme EPE ou Aurélie, aussi des choses. Enfin, et historiquement, c'était la stratégie nationale pour la biodiversité qui avait été lancée, et aujourd'hui on est à notre 3e cycle, donc là on vient de redémarrer un cycle 2023-2027, donc de 5 ans d'action biodive qui nous permettent de transposer un peu cette idée-là sur d'autres sites avec d'autres problématiques et d'autres types d'actions. Voilà. Donc du coup oui, je suis à temps plein. Enfin, je suis à temps plein. Depuis un an, je suis à 80% quand même. Parce que j'ai eu des enfants et tout. Et voilà. Et l'équipe Espace Vert est aussi interne. 6 personnes. 40 têtes brebis chèvres et 2 vaches noires. Et puis tous les deux. 6 personnes. Oui, j'ai un truc que je n'ai pas compris. Sous toute cette biodiversité, il y a quand même des déchets. Tout à fait. Ah oui, voilà. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ils sont là quand même en dessous. Ah oui, 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 oui. d'accord. Donc c'est vraiment un parc d'activités. Donc on est vraiment sur un site industriel avec des infrastructures techniques, des bassins, des réseaux, des routes, des usines, des bureaux, des vestiaires, l'activité stockage et la remise en place, la renaturation ou la réhabilitation du site qui se fait après mise en place de l'ensemble des éléments techniques, réglementaires pour le confinement du déchet, pour remettre en place la biodiversité. Donc du coup, en fait, la partie... Alors les déchets, moi c'est ça que je comprends pas. Tout à Parce que fait. les déchets, ils se Alors, il y a dispersent pas. plein de Faut faire métiers la visite. sur le site. Voilà, il Faut faut faire la revenir visite, faire la c'est visite 3 heures, complète là. d'une demi-journée. Il y a plein de métiers sur le site, c'est un parc d'activités. On gère du déchet dangereux, industriel. On gère du déchet ménager. On a un centre de tri. On a de la valorisation énergie. J'en ai oublié. Non, c'est bon. Non, c'est pas mal. Et donc tout ça s'articule sur le site et s'entremêle parce que du coup, le fait d'avoir toutes ces activités sur le site permet énormément de valorisation d'énergie, d'obtenir des volumes qui permettent de travailler avec par exemple Laval pour la fourniture d'énergie, avec des e-West à côté, la ferme agricole pour faire de la déshydratation avec du coup une énergie de récupération et pas fossile. Et le principe même de la prise en compte de la biodiversité, de la réhabilitation, en fait, c'est une composante technique, enfin aujourd'hui, dans la manière dont on travaille, c'est comme une composante technique, voilà, de vérifier que la membrane elle est bien soudée ou elle a telle norme, etc. Et ben, la réhabilitation, la plantation, etc., ça fait partie de la démarche, ni plus ni moins. On doit surveiller aussi. On a une obligation de surveillance de 30 ans. Donc après fermeture du site. Là, quand je parle de Mézerolle, donc on dit c'est fermé depuis 20 ans. Mais comme on continue à produire du biogaz sur Mézerolle, eh ben, on attendra de terminer de produire ce biogaz, qui n'est plus du tout d'exploitation sur Mézerolle, pour commencer à surveiller pendant 30 ans. Donc pendant tout ce temps, on ne touche pas aux déchets. Par contre, on parle de stockage. Donc demain, peut-être, on pourra aller chercher des matières qui seront recyclables ou qui seront réutilisables. On l'a fait sur certains sites déjà, donc qui étaient à Calais. Oui. Calais, et puis à Auvigean, à côté de Poitiers.
Ouais, sur des alvéoles très anciennes où le tri n'existait pas. Donc, pour le côté métaux, oui. Oui, on va se mettre la dernière question, après on pourra continuer à échanger. Non, mais allez-y. Juste, quand vous dites que les déchets sont confinés, donc ça veut dire que dessus vous rajoutez quelque chose qui est de l'ordre végétal, etc. Mais en dessous, on vérifie que ça ne percole pas dans une nappe. Oui, on a tout ça. Alors très rapidement, hein, parce que pour vous rassurer, c'est normal. Ah, ça marche pas. Donc j'ai pas un trou, voilà, pour être clair. On construit ce qu'on appelle des alvéoles. Donc on met à peu près 1 an pour construire un alvéole parce qu'on fait en sorte que ce soit totalement étanche et que réellement il y a des normes. Hein, et du coup, il y a la réglementation et nous on va au-delà de la réglementation par rapport à la construction. La construction nous demande 1 mètre d'argile, on en met 2. Et cette argile elle va être réellement plus étanche que l'argile naturelle du site. On va la travailler, la malaxer, la damer pour que, si vous voulez retenir, une goutte d'eau va mettre 30 ans à traverser 1 mètre d'argile. Voilà, les 2 mètres. Et on va mettre de la géomembrane aussi, ici. 2 mm d'épaisseur. C'est pareil que le sac poubelle, c'est un peu plus épais. Et donc c'est ça qui va permettre de confiner et de faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas de déchets, qu'il n'y ait pas du tout de jus de déchets, qu'on appelle des lixivias, qui puissent à un moment donné polluer les nappes phréatiques, les sous-sols. On est vraiment sur la surveillance presque drastique de nos activités. Là-dessus, il n'y a pas de... C'est un vrai millefeuille dessous en fait. Il y a le drain qui gère le lixivia, dessous il y a la membrane. Sous cette membrane il y a un drain, sous ce drain il y a une deuxième membrane, sous cette deuxième membrane il y a un autre drain, et après on a l'argile, et après on a un drain dessous. Donc en fait, et après on a un point bas, et on a tous nos robinets. J'ai fait des raccourcis un peu, mais pour le visuel c'est ça. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds d'alvéoles ne sont pas gérés par une espèce d'aspiration au fond. Tout arrive en point bas gravitaire, c'est une espèce de baignoire, quoi, avec la bonde en bas. On nous appelle ça des chambres à vannes. Et là, on est censé pouvoir tout maîtriser. Tout constater et tout piloter. Et réenvoyer vers les bons bassins, les bons process de traitement, etc. Ça, c'est la partie indus, séché. Si vous voulez venir visiter le site, je vous ai dit, hein, c'est avec grand plaisir, parce que c'est vraiment des sujets qu'on évoque pendant la visite du site. En fait, pour venir visiter, il vous suffit de constituer un groupe, de venir avec un véhicule et nous on vous accueille pour présenter l'ensemble de l'activité sur 3 heures. On va peut-être inviter du coup. Je m'appelle Baptiste Boulin, je suis responsable commercial service et valorisation pour le groupe Séché. Je vais vous parler un petit peu de la REP PMCB. Alors, sacré acronyme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers ou pas de cet acronyme? Oui. Donc la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est fait sur le principe du pollueur-payeur. Les gens qui mettent en marché des produits doivent s'occuper maintenant de leur fin de vie. Des REP, il y en a des tas qui existent depuis longtemps. Vous êtes passé sur le centre de tri, la REP emballage, elle existe depuis de nombreuses années, des dizaines d'années. Il y en a pour les pneumatiques, etc. Il y en a sur tout un type de déchets. Et PMCB, c'est les produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc c'est une REP qui a été créée il y a maintenant 2 ans et demi et qui se met en place doucement avec plusieurs éco-organismes donc qui sont mandatés par l'État pour mettre en place un cahier des charges précis avec des objectifs, etc. On a sollicité malheureusement les éco-organismes qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce soir. On se voyait mal présenter les choses à leur place, mais il y a des vidéos qui sont disponibles sur internet, donc qui vous présenteront ce que c'est rapidement la REP. Je vais laisser Sandrine vous présenter ça et après je vous reparle du rôle du groupe Séché dans ce modèle-là. Okay. Ces déchets de chantier. Comment mieux gérer ces déchets de chantier? Entreprises de travaux, artisans, maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, depuis le 1er mai 2023, la responsabilité élargie des producteurs sur les produits et matériaux de construction du bâtiment est entrée en vigueur. Cette obligation vise, à l'aide des éco-contributions, à développer la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets de construction, de rénovation et de démolition. De nombreux défis écologiques sont à relever ensemble sur cette nouvelle filière. Préserver les ressources naturelles en augmentant le réemploi et le recyclage. Réduire les dépôts sauvages en densifiant le maillage des points de reprise. Anticiper la saturation des centres d'enfouissement en accélérant le tri des déchets. Aujourd'hui, le non-respect de cette réglementation expose les producteurs de déchets non triés à des sanctions. Les types de déchets et les différents services de Valobat.
Les déchets concernés sont les produits et matériaux de construction du bâtiment. Ils sont classés en 2 catégories. Catégorie 1, les déchets inertes, c'est-à-dire à base de minéraux. Catégorie 2, les déchets de bois, plastique, métaux, plâtre, menuiserie vitrée, laine minérale. L'objectif de Valobat est d'accélérer et de faciliter la circularité dans le bâtiment en développant le réemploi et le recyclage de ces matériaux. Nous accompagnons directement nos partenaires dans la meilleure gestion de leurs déchets, leur permettant de faire des économies sur chaque chantier. Pour y parvenir, nous avons développé 3 offres de reprise sans frais pour les déchets de chantier triés. La collecte des déchets triés pour des chantiers qui génèrent de petites quantités de déchets via l'apport en points de reprise tels que les négoces et distributeurs de matériaux du bâtiment, les déchetteries professionnelles, les plateformes de valorisation des inertes ou encore les déchetteries municipales. A noter qu'à terme, il est prévu d'avoir un point de collecte tous les 10 à 20 km en fonction de la zone géographique. La reprise directement sur le chantier pour des chantiers qui génèrent de gros volumes de déchets via la mise à disposition de contenants par vos habituels prestataires de déchets. Le service de reprise à l'entrepôt, si vous avez la capacité de stocker vos déchets du bâtiment dans votre entrepôt. L'urgence écologique dans le secteur de la construction ne peut être ignorée. Il est impératif de repenser nos pratiques. C'est en mobilisant l'ensemble des acteurs, artisans, entreprises de travaux, maîtrises d'œuvre et d'ouvrages, que le réemploi, le recyclage deviendront la norme. Ensemble, transformons ces défis en opportunités. Valobat, trier, recycler, réemployer. C'est un condensé en 1 minute et demie, etc. de ce qu'est la REP par un des éco-organismes. On a fait le choix de présenter la vidéo de Valobat, mais il y a d'autres éco-organismes. Éco-Maison, Valdelia, Éco-Minéraux pour les matériaux plus inertes. Donc nous, on se positionne là-dessus en tant qu'opérateur déchets, c'est-à-dire que nos clients, ce sont les éco-organismes qui nous mandatent dans le cadre de chantiers, etc. pour poser des contenants, typiquement chez les distributeurs, dans les déchetteries professionnelles, les déchetteries publiques, pour mettre à disposition en fait, des éco-organismes et de leurs adhérents nos savoir-faire en termes de collecte de déchets, donc utilisation de moyens logistiques, pose de bennes, etc. Utilisation de nos moyens, on a notamment ici sur le site une plateforme bois qui broie du bois pour les éco-organismes. Un bois qui est ensuite transporté dans le Morbihan pour être valorisé sous forme de panneaux particules. On travaille aussi avec des partenaires sur les inertes, donc typiquement les inertes qu'on peut avoir sur certains chantiers en déchetterie, etc. Pour retravailler la matière, c'est-à-dire la concasser, en faire des petits morceaux, et s'en servir ensuite, être revendu pour que ça serve en technique routière, donc en sous-couche pour faire des nouvelles routes. Donc voilà, on met à disposition nos savoir-faire, nos moyens au service des éco-organismes pour qu'ils arrivent à obtenir des résultats sur les différents objectifs qui leur sont fixés par les services de l'État. Voilà. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui de l'amiante? Alors l'amiante c'est un cas particulier, on a souvent à dire que c'est ce qui fait bugger le système des REP, parce que si vous vous souvenez bien, la REP se sert de la mise en marché de matériaux neufs pour financer leur fin de vie. Aujourd'hui la mise en marché d'amiante, il n'y en a plus, donc effectivement c'est un problème un peu particulier, puisqu'aujourd'hui cette fin de vie de l'amiante, elle fait partie des objectifs des éco-organismes, mais ils ont du mal à se mettre dedans parce qu'ils ne collectent pas assez d'éco-participation pour traiter. Alors l'éco-participation, c'est ce qui finance les REP. Typiquement aujourd'hui, quand vous achetez des matériaux du bâtiment ou un mobilier, parce qu'il y a aussi des REP sur le mobilier, vous avez sur votre facture une éco-participation. Cette éco-participation-là, qui est souvent quelques euros, quelques centimes en fonction du produit, il sert à financer les opérations que vont mettre en place les éco-organismes pour la fin de vie des produits. Et donc aujourd'hui, ils ont un petit peu de mal à s'y mettre, mais ça fait partie de leurs objectifs de s'occuper de ça. Ils ont aussi des objectifs en termes de réemploi, en termes de prise en charge des déchets abandonnés, déchets sauvages, etc. Donc c'est à eux de mettre en place effectivement des systèmes pour gérer tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Je reste disponible après si besoin. Merci à vous pour cette présentation très instructive. On va continuer avec je vais essayer d'Van Steve qui est fondatrice donc, de ODA Circulaire et qui va un peu nous brosser un cadre, le sujet. Vous avez parlé de la REP, donc merci. Je voulais aussi un petit peu en parler, mais je pense que vous avez eu une très belle introduction. Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aux organisatrices du CAUE
de me faire intervenir, de me permettre d'introduire ce sujet de la raréfaction des ressources et comment construire demain. Merci à Séché aussi pour leur accueil. Alors j'ai eu un peu carte blanche pour introduire ce sujet de taille, ce sujet qui peut paraître un peu anxiogène. Alors pour me présenter, donc, moi j'ai construit un petit peu mon métier, j'ai façonné mon métier en tant que consultante indépendante en économie circulaire spécialisée dans la construction depuis 12 ans. Donc j'accompagne à la fois des entreprises, des producteurs de PMCB, des industriels qui sont à l'origine, des fournisseurs de matériaux qui sont à l'origine plutôt de la production de matériaux. J'accompagne aussi pas mal des maîtrises d'ouvrage dans le développement de solutions vertueuses, dans la prescription de matériaux biosourcés, mais aussi tout le pan qui a été à construire sur le réemploi des matériaux. Je fais pas mal de formations dans la répartition de notre activité. Donc Auda Circulaire, une mini-agence. Je fais intervenir aussi pas mal d'autres consultants indépendants dans mes études. Il y a 40% qui sont de l'étude vraiment opérationnelle où on accompagne les industriels à développer des solutions vertueuses. Et 40 autres pourcents, là ces dernières années, j'ai accompagné justement beaucoup d'éco-organismes, dont Palobat et dont Éco-Minéraux, dans des études qui, un peu des recherches-actions, mais aussi l'idée de faire un état des lieux de la réglementation de la REP PMCB que je vais vous un peu décrire, et de savoir que font les industriels face justement à la raréfaction des ressources. Très indirectement, c'est pas du tout comme ça qu'on le présente dans le cahier des charges, c'est plutôt analyser les stratégies d'éco-conception auprès des producteurs, mais clairement, en traduction, c'est que font les producteurs face à cette raréfaction. Donc j'ai mis un gros pied dans la réglementation, j'accompagne aussi l'ADEME dans pas mal d'études sur la structuration de nouvelles filières REP, et notamment cette fameuse filière REP du bâtiment qui est un peu, on peut le dire, une petite révolution qui va justement interroger sur comment tout l'écosystème du monde de la construction s'organise autour de cette question de la raréfaction. Je ne sais pas comment je suis d'accord. C'est pas toi qui me fais un petit clin d'œil et puis... Avant de vous parler de vous là, peut-être revenir sur celle d'avant comme ça on va cacher. C'est assez difficile de ne pas parler du concept des limites planétaires quand on parle de la raréfaction des ressources. Est-ce que ça vous parle déjà, les limites planétaires? Oui. Peut-être que vous savez, donc, depuis 2023, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et sans toutes les citer, peut-être celles qui me marquent le plus et qui ont fait que depuis 12 ans, je me suis mobilisée justement sur cette question de diminution de la raréfaction des ressources. Parlons des océans. Les océans aujourd'hui captent un quart de nos émissions de CO2. C'est un vrai puits de carbone. Mais le problème, c'est qu'il y a une augmentation aujourd'hui, on est à 30% du taux d'acidification de nos océans, qui va avoir un impact sur toute la chaîne, sur tout l'écosystème. On a vraiment un recul, par exemple, des planctons. Qui dit pas de plancton, dit pas de poissons, pas d'espèces marins. Et donc, le problème de l'acidification des sols, ça a été une des limites qui a été franchie, par exemple. Si on parle des forêts, aujourd'hui, il y a un chiffre peut-être à retenir qui est très marquant, c'est que on a déboisé 40% des forêts sur notre planète. Donc c'est 40% qui ont été déboisés. Donc là, pareil, on a franchi cette limite. Et peut-être sur d'autres limites, moi en tout cas, celui qui me touche le plus, ça va être la perte de la biodiversité, puisqu'on a peut-être des experts ici aujourd'hui, on est à 73% de la perte des espèces animales et surtout des espèces d'animaux sauvages. Donc c'est 73% depuis moins de 50 ans. Donc celle-ci, cet indicateur ou cette limite a été largement franchie. Donc voilà, c'était juste une petite synthèse de ces fameuses limites planétaires. On peut passer, pour faire le lien un petit peu avec le secteur de la construction, je vous ai mis en très synthétique un peu les objectifs quand on parle d'économie circulaire dans ce secteur. Ce
qu'on cherche à faire, hein, c'est de réduire l'extraction de matières premières, les ressources naturelles, et de transformer les déchets en ressources. Je pense qu'il faut passer parce qu'il y a plusieurs... Et en termes d'impact, donc le secteur de la construction, ça représente 23% des émissions de GES en France. Et c'est 70% des déchets qui sont produits en France qui sont produits par le secteur de la construction. 70%. Et il y a aussi une donnée qui est assez vraiment impactante, c'est que 50% de l'impact carbone d'un bâtiment, vraiment en comptant le bâtiment en global, sur toute sa durée de vie, provient des matériaux. De l'extraction jusqu'à sa transformation, son usage et sa fin de vie. Donc 56%. Et juste pour vous témoigner un petit peu d'un exemple, donc prochaine slide. Je voulais vous poser la question en vous montrant les images, mais vous avez les réponses là. Donc ce chantier du Grand Paris, qui est un énorme chantier qui vise à la construction d'un métro automatique sur 200 km de métro et automatique. C'est 36 milliards de budget pour la construction de ces lignes et de ces gares. Quand on parle de ce projet, en fait, il y a des données sur l'extraction des ressources et notamment l'excavation des terres qui sont faramineuses. J'ai plus les tonnages en tête, mais j'ai la conversion en pyramide de Khéops. On a excavé les terres de ce chantier, l'équivalent de 5 pyramides de Khéops, et ce n'est pas terminé. Pour des données de valorisation, ce qu'il y a à savoir sur ces quantités de terres excavées, c'est qu'il y a seulement 1,2% qui ont été réemployés in situ. Seulement en termes de réemploi, c'est-à-dire qu'on récupère la terre. Et puis en termes de valorisation au recyclage, pour l'industrie cimentière et pour la plâtrerie, on est seulement à 2%. Donc on est encore très loin un peu des objectifs de valorisation très vertueuse qui consistent à vraiment réemployer la terre sur le chantier. Et alors, votre avis? Donc là, c'est ce que représente le chantier du Grand Paris, cumulé depuis le début des travaux, c'est 2075 kilotonnes de CO2. J'aime bien faire des équivalences parce que ça parle plus, c'est l'équivalent de plus de 1800 aller-retour Paris-New York. Et à votre avis, qui sont les deux plus grands responsables de ces émissions? Si on passe à la slide suivante. Ah non, pardon, je vous ai mis là. Ah, je voulais vous faire interroger. Bah non, mais tant pis. Voilà, c'est entouré. Non, ce n'est pas l'énergie sur les chantiers, ni le transport, la gestion des déblais, l'approvisionnement et la gestion des déchets, c'est bien les matériaux, donc les métaux et le béton qui représentent 76% des émissions de ce chantier. On peut passer. Alors, quand on parle d'impact sur les ressources, on va beaucoup parler de l'impact du béton, bien sûr, et quand on parle de ressources en tension, le béton est lié à la ressource du sable, qui est notre deuxième ressource la plus utilisée après l'eau. L'industrie cimentière, elle a un impact, elle représente 7% des émissions de GES au monde. Son impact, c'est 7%. Et en termes d'équivalence, je ne l'ai pas marqué, mais c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Oui, c'est ça. Une piscine olympique tous les 15 secondes qui est écoulée en termes de quantité de béton produite. Une piscine olympique toutes les 15 secondes au monde. Et pour l'extraction, l'impact de la ressource des métaux, l'extraction et le raffinage des métaux représentent donc 10% de nos émissions de GES au monde, donc plus que l'industrie cimentière. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un des matériaux les plus énergivores, les plus impactants. Enfin, quand on fait un bilan de cycle de vie des constructions, c'est souvent les métaux qui prêchent. Et puis, si on parle de plastique, le secteur de la construction consomme 10 millions de tonnes de plastique par an en Europe, et c'est l'équivalent de 20% de la consommation totale de plastique. Voilà, en termes d'impact sur les ressources. Alors, j'ai mis une slide. Qu'est-ce que, en fait, quelque part, la transition qui a vraiment fait une certaine révolution depuis quelques années, c'est cette fameuse filière REP PMCB qui a été
promulgué donc en 2019 et qui a été mis en œuvre plutôt en 2023. Là, vous avez un historique de l'ensemble des filières REP depuis, comme vous avez dit, la REP emballage en 93. Et il y a eu un certain tournant après 2015 où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a un peu fait une consultation publique et qui a fait émerger des nouvelles filières, et notamment en dehors du bâtiment, il y a aussi la filière REP des éléments d'ameublement, les articles de bricolage, de jardinage, de sport, de jouets, les gommes à mâcher, etc. Donc là, que veut la REP en fait? Pourquoi est-ce que la REP vient quelque part apporter une solution pour réduire un peu cette pression sur les ressources? La REP bâtiment, si on passe, donc dans le fonctionnement, vous avez vu la vidéo, mais je vais le faire très rapidement. Donc prenons l'exemple effectivement d'une machine à laver que vous achetez. Il va y avoir plusieurs fois. Donc vous êtes facturé d'une éco-participation, le metteur sur le marché donc récupère cette éco-participation qui ensuite va la reverser à un éco-organisme. Les choses se compliquent parce j'ai fait partie d'études très particulières et très techniques sur l'éco-modulation de cette éco-participation. Et c'est là où va jouer un petit peu l'incitation à faire de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'un metteur sur le marché va être, on va dire, pas pénalisé, mais rétribué à partir du moment où il éco-conçoit sa machine à laver, par exemple, si elle est facilement démontable, recyclable, durable, réparable, etc. Donc son éco-modulation va être diminuée. En revanche, si le producteur de la machine a fait quelque chose qui n'est pas du tout démontable, au contraire, et qui a en plus des matières toxiques, là, son éco-modulation va être pénalisée, donc il va payer plus d'éco-modulation. Donc ça, c'est la particularité des REP pour inciter les producteurs justement à faire de l'éco-conception des produits. Ensuite, cette éco-participation, donc, elle est collectée par les organismes et redistribuée aux collectivités et aux opérateurs des déchets. Et l'objectif de la REP, c'est de multiplier les points de collecte, faire un maillage territorial, de façon à ce que, par exemple, sur un chantier de déconstruction, il puisse y avoir un site de collecte des déchets sur un périmètre de 30 km. Tout ce système et l'éco-participation va permettre de financer aussi les pratiques de réemploi et d'augmenter bien sûr les taux de valorisation. Mais ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en prenant ensuite le cas de 1 euro d'éco-participation, voilà comment sont répartis cet 1 euro. On constate qu'il y a une majorité, donc 75 centimes, qui permettent de financer le recyclage. Seulement 3 centimes, seulement. On essaie de faire en sorte, dans les éco-organismes, de financer l'innovation. Ça peut être des innovations très technologiques sur le recyclage des plastiques, par exemple, mais c'est aussi les innovations en termes de réemploi. Comment financer et structurer la filière du réemploi. Et puis le reste, donc, comme je vous ai dit, c'est pour financer les collectivités, la gestion et les frais de fonctionnement. Pourquoi je parle de ça, c'est que dans la REP, ce qu'on incite aussi, c'est de respecter la hiérarchie des modes de traitement. Donc là, ce que je m'aperçois, ne serait-ce que dans ces bannières, c'est qu'en fait, vous avez vu des installations de tri et de recyclage, etc. Mais le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et c'est bien quelque chose aujourd'hui qui est à privilégier, c'est-à-dire dans la hiérarchie, on va parler de prévention. Quand on parle de prévention, on est censé parler de réduction. Réduire notre production et notre consommation. Et ensuite, on parle de réemploi. Donc clairement, on ne transforme pas l'usage d'un produit ou d'un matériau, on le déplace d'un point A à un point A, un point B. Et ensuite, on est vraiment sur le statut de déchet. On passe sur un statut de déchet quand on parle de réutilisation. Donc par exemple, quand je prends cette chaise et j'en récupère peut-être les pieds pour en faire je sais pas quoi, j'ai pas d'idée, mais on transforme l'usage. Donc en fait, la chaise qui a été vouée à être jetée revient dans un statut de produit, donc il sort de son statut de déchet. Donc là, on parle de réutilisation.
Et ensuite, vous les connaissez, ces étapes moins vertueuses, mais qui participent quand même énormément à notre système de la filière REP, justement, c'est bien le recyclage et les autres valorisations, éliminations, qui sont bien sûr à plus proscrire. Donc, si je voulais vous parler, peut-être la suite, merci, sur le focus de la REP PMCB, comment s'organise justement cette REP pour inciter, voire même pénaliser. Le tri est devenu obligatoire, le tri à 7 flux, donc il y a des bennes dédiées pour plein de typologies de matériaux, et dont les fractions minérales qui sont une nouvelle typologie qui ont été mises en place sur les chantiers. Et cette fameuse reprise gratuite que vous avez vue sur la vidéo, aujourd'hui, elle n'est pas 100% effective, malheureusement. Plus la benne est triée, plus la reprise sera gratuite. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% de gratuité. Et ça va venir. L'objectif est d'atteindre donc 70% de valorisation des déchets non dangereux d'ici 2025, favoriser le réemploi. Et vraiment, là peut-être je vais faire un focus là-dessus, parce que peut-être tout ça, ça vous parle déjà. La vraie petite révolution qui concerne les architectes, c'est les diagnostics PEMD. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est un diagnostic PEMD? Vous connaissez certainement le diagnostic déchets. Le diagnostic PEMD, c'est les diagnostics produits, équipements, matériaux et déchets. Je mets ça de côté pour finir et j'y reviendrai. Ce qu'on souhaite, c'est le renforcement de la traçabilité, etc. Donc toute traçabilité maintenant sur une plateforme avec des CERFA, des bordereaux, etc. Les sanctions et les amendes en cas de non-respect des règles. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, on ne réemploie seulement que 4% de PMCB. On fait vraiment du réemploi de la quantité qui est collectée par les gestionnaires de déchets agréés des éco-organismes, seulement que 4%. Il y a un objectif vraiment d'augmentation de ce pourcentage d'année en année pour atteindre 5% de réemploi des PMCB en 2028. Pour revenir à cette... je parle beaucoup de révolution, mais je n'ai pas d'autres termes, le diagnostic PEMD. Qu'est-ce que c'est en fait le diagnostic PEMD? C'est quelque part arrêter de faire d'un diagnostic déchet, mais plus parler de diagnostic aux ressources, où on vient en tant que diagnostiqueur, alors ça peut être souvent la casquette des AMO, des assistants à la maîtrise d'ouvrage, qui viennent passer au crible l'ensemble du matériau, identifier, caractériser tous les gisements pour permettre leur réemploi. Parce que c'est la première, la première c'est plutôt la prévention et la réduction, mais le second dans le mode de hiérarchie des traitements, c'est vraiment réemployer. Quand on ne trouve pas d'exutoire de réemploi, on passe aux autres, à la réutilisation et au recyclage. Et donc il y a diverses approches des diagnostics aujourd'hui. Je vous en ai mis plusieurs. Donc, il y a une approche par exemple de Bellastock qui sont donc un collectif d'architectes qui sont spécialisés dans le réemploi, qui vont accompagner, qui vont faire des diagnostics comme une première étape vers le projet. Donc ils vont projeter un peu tout ce qu'ils vont un petit peu diagnostiquer et se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec, en vous montrant, en faisant des chantiers expérimentaux. Il y a une approche assez généreuse de Architecturna qui va à la fois donc, caractériser la matière, vous projeter dans ce qui est possible de faire avec cette matière, par exemple avec une structure métallique, et aussi vous décrire toutes les conditions de réemploi, à savoir les conditions logistiques. Parce qu'il y a bien une chose aujourd'hui qui est comme un frein, mais en fait, quand on parle de réemploi, on parle forcément de logistique. C'est que quasiment des problématiques de logistique qu'il faut résoudre. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois déposer, mettre sur palette, collecter, transporter dans un centre de stockage, et ensuite le préparer, le reconditionner, le nettoyer, etc. Tout ça, ce sont des étapes de logistique qui demandent énormément d'investissement pour la mise en œuvre du réemploi. Donc voilà, c'est typiquement ce que souhaite faire Architecturna, c'est d'écrire un peu les étapes qui vont de la recherche à la remise en œuvre. Et puis, sans trop parler, je vais passer parce qu'il y en a d'autres, mais en gros, ce qui se passe aujourd'hui et qui est un point très positif pour répondre justement à la diminution de cette raréfaction des ressources, c'est un écosystème d'acteurs
Aujourd'hui, pour avoir accompagné cette filière du réemploi depuis 10 ans, on observe que c'est plus ou moins mature et structuré. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs qui se positionnent, qui sont des places de marché ou des marketplaces, des fournisseurs de réemploi. Et l'objectif de ces places de marché, c'est de devenir des vrais fournisseurs avec une vraie garantie derrière, comme si on vous vendait d'une œuvre d'occasion. Et c'est un peu la problématique actuelle, c'est une problématique toujours un peu assurantielle, c'est qui est-ce qui garantit derrière la responsabilité en cas de problème d'un matériau de réemploi. Donc vous avez, je vous cite, je n'ai pas forcément la pub pour eux, mais Cycle-Up qui est un des pure players, comment s'appelle-t-il déjà, Made in Pass, Articonex, que vous connaissez peut-être parce qu'il touche aussi au secteur du particulier, où en fait leur promesse c'est justement d'investir dans du foncier, de se déployer et d'ouvrir de multiples entrepôts et vendre du matériau déclassé, déstocké, qu'ils appellent aussi du réemploi. Mais attention, c'est pas du réemploi issu de déconstruction, on est vraiment sur du déclassé. J'avance un peu. Je vous montre quelques filières de réemploi qui sont structurées, parce que nous, en tant qu'AMO, c'est un peu ça, comment dire, on ne va pas essayer, c'est suffisamment complexe de prescrire du réemploi, que ce qu'on va prescrire, en fait, ce sont les filières qui sont le plus structurées, tant il y a justement ces acteurs derrière qui ont développé toutes des filières, et par exemple, qui ont réindustrialisé des dalles de faux planchers en réemploi. Il y a des spécialistes maintenant, de nombreux spécialistes d'entreprises, de réemploi, de radiateurs en fonte, de dalles de moquette, de parquets massifs, d'équipements sanitaires, etc. Je vous ai mis un petit panel de ces des filières qui sont vraiment structurées dans le réemploi. Ensuite, il y a aussi une offre très diversifiée de produits, de matériaux recyclés, donc qui ont une part d'un pourcentage de matières qui sont recyclées. Donc ça fait aussi partie des solutions, on va dire, d'économie circulaire qui peuvent être prescrites en tant que telles, comme des solutions circulaires. Toutes sortes de produits en plastique recyclé, en papier recyclé, textile recyclé, bouteilles PET recyclées, etc., etc. Voire même des peintures recyclées. Il va y avoir aussi une effervescence de cartographie pour identifier un peu mieux les acteurs de ce secteur. Donc il y a typiquement une cartographie matériauxréemploi.com qui va référencer à la fois des ressourceries, mais aussi des concepteurs, des architectes, des fournisseurs, etc. La cartographie Opalis, qui vient de nos voisins belges, qui va cartographier plutôt des revendeurs spécialisés dans les matériaux. Et cette cartographie de la construction frugale qui référence des fournisseurs de matériaux biosourcés. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même eu ces outils-là pour nous permettre de trouver les acteurs pour nous accompagner dans des chantiers circulaires. Et oui, non. Peut-être, effectivement, juste pour terminer, donc, dans mon métier de consultante, j'ai pu accompagner justement Valobat dans une très grande étude qui s'est terminée cette année, donc qui a duré plus d'1 an, dans justement cet état des lieux pour aller questionner. Alors il y a eu 120 industriels qui ont été questionnés sur quelles sont vos actions et stratégies d'économie circulaire ou d'éco-conception qui répondent justement quelque part à la raréfaction des ressources. C'était pas écrit comme ça dans le cahier des charges, mais quelque part c'est un peu la question qu'on leur pose. Que faites-vous en tant que producteur de matériaux face à la raréfaction des ressources? Et en fait, j'ai pas de graphique de synthèse de l'étude, mais sur la quasi-totalité des retours de ces fabricants, il y a deux choses qui sont ressorties. C'est, nous, ce qu'on fait, c'est d'augmenter la part de recyclé dans nos produits. Donc passer de 10% à 13%, etc. Donc le recyclage a été une des réponses majeures de ces industriels. Et vraiment très peu, peut-être 2 acteurs sur les 120 interrogés, ont mis en place une chaîne de récupération en boucle fermée de leurs propres matériaux pour pouvoir le reconditionner. Donc c'est encore très très peu. À savoir que la marge de main-d'œuvre pour vraiment inciter les producteurs
à déjà réduire leur production, ça, on n'en parle pas du tout. Ce n'était pas du tout d'actualité dans cette étude. Mais surtout de réemployer. Ça a été un petit peu ce qu'on m'a demandé auprès de Valobat, c'est d'avoir un regard assez critique pour dire, ok, l'état des lieux c'est ça, mais que faire demain pour inciter les producteurs à plus réemployer que recycler. Et puis la deuxième chose, c'est, je vais donner citer qu'un, c'est il y a un mot qui est ressorti sur quasiment tous les entretiens, c'est la décarbonation. La décarbonation est un des leviers et les stratégies, on va dire, globales de la plupart des entreprises fabricants. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la décarbonation, c'est que, attention, de ne pas confondre indicateur carbone et indicateur raréfaction des ressources. Ce sont deux indicateurs qui sont complètement différents et qui aujourd'hui, à l'échelle de la Commission européenne, on parle beaucoup de neutralité carbone, etc. C'est vraiment l'indicateur privilégié pour parler de changement climatique. Mais attention à ne pas confondre, ne pas faire l'amalgame entre la ressource et l'énergie et le CO2. Ce n'est pas les mêmes indicateurs. Donc, en gros, ce qui est ressorti de l'étude, c'est quand on veut leur parler de ressources, ils nous parlent du fait qu'ils ont mis des panneaux solaires et créent des systèmes en circuit fermé de récupération d'eau, etc. Ce qui est super. Mais attention, Valobat et le comité de direction, on s'est tous un petit peu rendu compte qu'il y avait un souci peut-être d'accompagnement, de communication à travers justement l'économie circulaire qui est interdépendante de la transition énergétique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et on peut finir sur cette slide, mais en gros, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce premier ouvrage qui date des années 1972, The Limits of Growth, qui est une première intention de modéliser le système Terre. Donc on voit la modélisation sur les ressources, la production, la pollution, etc., la population. Et le constat a été assez inévitable aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à produire dans un système de ressources finies. Donc vraiment, ça a été un des premiers ouvrages qui marque par les écologistes cette intention de dire nous sommes dans une planète aux ressources finies, à contrario des cornucopiens, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des personnes qui ont cette vision complètement inverse de penser que nous sommes dans l'abondance et que le progrès technique nous accompagnera toujours quelque part dans cette continuité d'abondance. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je vous propose d'échanger après parce qu'on va être un peu en retard avec Dao. Vous restez, je crois, on va prendre un petit verre et voilà. Du coup, on va peut-être vous proposer d'intervenir, Magali, le chef de projet à l'atelier ZERCO, qui est un bureau d'études environnementales. Et on a choisi du coup l'atelier ZERCO parce que vous avez travaillé pour un projet de recherche qui s'appelle Manon. Je vous laisse parler. Bonsoir tout le monde. Donc moi, on m'a demandé aussi de présenter un peu ce qu'on faisait à l'atelier. Donc je vais vous dire brièvement avant de venir sur la présentation de Manon. Donc on est à peu près 35 personnes qui vont dans le domaine de l'urbanisme et vraiment ciblées sur la question de la transition écologique en urbanisme. Donc on intervient vraiment à tous les stades, que ce soit vraiment du conseil, on travaille pour le ministère notamment pour la définition des stratégies de décarbonation, pour l'accompagnement de aussi l'urbaniste avec le club Villa Aménagement. Après on travaille sur les stratégies d'entreprise, des AMO, différents maîtres d'ouvrage, et puis on va jusqu'à la déclinaison, mise en œuvre, suivi opérationnel, et vraiment toute la longueur. On intervient un peu partout en France, mais à des endroits qui ne soient pas trop loin de Paris ou de Nantes où on est basé.
Moi, je suis basée à Rennes, mais je suis un peu toute seule. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une concentration voilà, sur les grands axes. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'outiller la réflexion environnementale, donc vraiment de proposer en fait toute une série d'outils qui permettent d'objectiver à la fois de se donner des objectifs environnementaux construits, et puis après de pouvoir vérifier qu'on les atteint tout au long de la déclinaison du projet. Donc, on a plein de logiciels, de feuilles de calcul dans tous les sens. Et après, il y a deux spécificités là, qui sortent sur ce document, qui sont à la fois la question du sourçage, donc notamment la question des matériaux, c'est comment on arrive à renouer avec des matériaux qui sont territoriaux, localisés et qui correspondent aux ressources qu'on a sur place. Et donc avec tout un travail justement de se dire bon, qu'est-ce qu'on a sur place comme matériaux, comme fabricants, comme artisans, etc. Et puis après la question des boussoles, donc c'est un outil qui a été aussi développé pour dire comment justement on formalise cet accompagnement tout au long du projet en rassemblant des éléments qu'on met sur par exemple la santé, sur le carbone ou sur la biodiversité. Donc on fait ça sous forme de boussoles qui permettent après de vérifier que ce qu'on produit est conforme à ce qu'on s'était dit au départ. Donc on a un projet un peu fondateur qui est un projet à Nantes et en fait qui a permis justement de tester ça, la question des ressources qui étaient disponibles pour pouvoir transformer en fait c'est une île qui est l'île de Nantes enfin Pierre-Mille-les-Îles, pardon. Et donc avec toute cette cartographie autour en termes de ressources en bois, en paille, en chanvre. Et avec l'idée aussi de changer un peu la façon dont se passe un projet, donc de passer de cette ligne habituelle de l'amont vers l'aval à quelque chose de beaucoup plus bouclé en se disant pour que l'aval se passe bien, il faut que l'aval puisse remonter vers l'amont et notamment en termes de ressources. Il faut déjà qu'on aille voir la ressource qu'on a avant même de commencer à concevoir le projet, parce que le projet dépendra de la ressource, donc c'est ce qu'on a aussi en emploi, c'est-à-dire faut qu'on soit au courant des potentialités pour s'adapter et justement avoir une empreinte un peu, une empreinte minimale. On intervient aussi, donc là j'ai mis pour ceux qui habitent à Laval, on est sur un projet la RC Mathurin, donc sur la partie bâtiment, on a beaucoup de projets qui consistent à réhabiliter de l'existant. Donc là, sur ce projet-là, il y a à la fois de la réhabilitation de patrimoine ancien et puis de la construction de bâtiments qui viennent s'insérer dans ce patrimoine ancien. Donc avec des techniques, toujours en s'appuyant sur un travail de sourcing, de sourçage de ressources. Donc là, je vous ai juste montré un petit exemple où on essaie de montrer qu'il faut garder les bâtiments, pas les démolir, parce que démolir, c'est en termes de ressources et de carbone, c'est beaucoup plus impactant. Donc ça, on le fait régulièrement. Puis à la fin, ça peut donner des bâtiments. Celui-ci, il est en paille, sauf erreur, donc il s'insère dans l'ancien quartier. Et là, je vous ai mis aussi un exemple de travail sur les questions d'ensoleillement, parce que dans les quartiers anciens, on sait que toutes les maisons étaient très... que c'était un tissu assez dense et de venir rajouter de la construction. Et donc ça devient un enjeu important de savoir que les gens puissent bénéficier du soleil, notamment pour être contents, mais aussi pour diminuer leurs besoins en énergie. Après, il y a un projet à Rennes aussi où l'idée c'était de regarder à une échelle vraiment de tout un quartier, de se dire comment les gens peuvent converger vers des matériaux et des mises en œuvre similaires pour pouvoir faire un effet volume important sur les filières et que donc il y ait un effet structurant qui soit recherché. Et donc ça a fonctionné à travers plein d'ateliers où finalement l'ensemble des bâtiments que vous voyez là ont convergé vers des systèmes de façade ossature bois, remplissage paille, ce qui permet derrière d'aller chercher des certifications, etc., qui n'existent pas forcément toujours dans toutes les mises en œuvre pour ces matériaux. On va le voir juste après. Donc du coup, ça me permet d'enchaîner sur ce projet de recherche-action
que j'ai pu piloter pendant 2 ans et demi. Donc l'idée c'était un financement public à 80% et le reste du financement c'était les partenaires que je vous montrerai après. Mais l'idée c'était de voir qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui bloquait dans le fait que les matériaux bio et géosourcés, donc la paille, le chanvre, la terre, la pierre, ne prenaient pas plus d'essor dans la construction. Donc on a mis en place une méthodologie et puis on a fait des tests aussi. Donc l'idée c'était de se dire voilà, comment on passe de projets un peu spécifiques à des projets qu'on pourrait voir partout qui seraient dans ces différents matériaux biosourcés. Et donc le projet s'appelle Maillon parce que en fait les différents maillons on les retrouve ici, donc ils sont un peu simplifiés, mais en gros c'est comment on passe d'une ressource, donc par exemple de la paille, jusqu'à un bâtiment qui soit porté par un investisseur et financé par un investisseur, avec toutes les différentes étapes au milieu, donc comment on passe d'une ressource à un matériau. Après un matériau, il s'insère dans une façon de le mettre en œuvre dans un bâtiment, avec des cadres qui permettent de dire qu'on est sûr que ça va tenir, et des gens qui le mettent en œuvre, donc qui ont été formés, avec des architectes qui ont pu se concevoir avec ces matériaux, et dans une typologie de bâtiments qui peuvent être variés, et donc avec des investisseurs aussi. Et donc toute cette chaîne a été regardée pour 9 matériaux, qu'est-ce qui fonctionnait plus ou moins bien pour passer d'un maillon à l'autre et qui faisait que du coup c'était plus ou moins facile de construire avec ces matériaux. Là c'est différentes phases du travail. Donc il y a eu à la fois, donc ça se situait au niveau de la Normandie, de l'Île-de-France géographiquement. Donc on a fait le point sur toutes les filières qui étaient présentes sur ces 2 régions, sur tous les types de bâtiments qui étaient construits ou réhabilités dans ces 2 régions. Et après on a travaillé sur des exemples de bâtiments, sur comment nous on proposait en tant que concepteurs de reprendre une conception qui n'avait pas trop laissé la part à des matériaux bio et géosourcés, et qu'est-ce qu'on proposait de faire et du coup quel était l'impact en prix, en carbone et dans quel cas ça s'insère. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un travail très long, mais il y a un résumé qui est à l'accueil, voilà, vous pourrez en avoir plus d'un. Donc là on était 9 partenaires, voilà, avec des écoles, des laboratoires de recherche, des bureaux d'études, des cabinets d'architectes, des centres de ressources, avec l'idée d'avoir un petit peu une vision sur les différents maillons. Là, c'était les filières qu'on a étudiées. Globalement, c'était les filières qui étaient présentes sur les 2 régions. Et après, là, on a fonctionné sous forme de matrice. Donc, c'est une manière synthétique, en fait, de comprendre sur une filière où est-ce que ça pêche. Donc vous retrouvez les maillons qui sont en haut. Sur les côtés, c'est les systèmes constructifs parce qu'on ne peut pas savoir si ça... Enfin, il faut forcément passer par le système constructif pour savoir s'il y a un cadre adapté. Et puis après, on a justement la taille du rond qui dit que soit niveau 0, il n'existe rien à l'intersection entre le maillon et le système constructif, soit il existe un peu, soit moyen, soit c'est tout à fait déployé, et il n'y a aucun souci pour que ça fonctionne. Donc je vous montre un exemple sur la filière paille par exemple. On a fait un recensement cartographique de tout ce qu'il y avait en termes de transformateurs, producteurs, les quantités de paille produites, etc. On a isolé des systèmes constructifs les plus couramment rencontrés, donc des murs porteurs, de l'isolation thermique, de l'isolation thermique dans une façade de ossature bois, de l'isolation thermique par l'extérieur avec des bottes de paille et de la paille insufflée.
Donc ça, c'est nos 4 systèmes constructifs. Et puis après, on a déballé, fait plein d'entretiens, etc. Et le résultat, donc c'est une matrice qui, voilà, de loin, sans rentrer dans le détail, on peut se dire, bon tiens, il y a un système constructif qui a l'air de plutôt d'être assez solide et donc où on peut le mettre en œuvre sans trop de difficulté parce que tout le monde est là au long de la chaîne, il y a de la ressource, il y a des matériaux disponibles, il y a des architectes qui savent concevoir, il y a des cadres qui permettent d'être assurés, il y a des gens qui investissent, donc ça fonctionne. Et après sur d'autres types de mise en œuvre, donc à l'époque de notre rapport, typiquement la paille insufflée, ça venait de sortir, mais c'était très neuf, donc on n'avait pas beaucoup de ronds. Aujourd'hui, on remettra à jour, on aurait plus de ronds, parce que voilà, on a un cadre normatif qui est sorti. Les gens se prennent d'engouement parce que c'est assez simple à mettre en œuvre, et du coup on aurait plus de gros ronds. C'est une vision dynamique aussi de ces matrices. Voilà. Donc ça, c'est un peu le corps du point de départ. Avec quelques petits enseignements juste sur la ressource, c'est le fait que le biosourcé et le géosourcé dans l'architecture, c'était pas encore une connaissance qui était très largement diffusée, donc il faut aussi que la connaissance existe pour que les gens aient envie de le mettre en œuvre. Puis il y avait plusieurs points à différents maillons où il manquait de compétences. Là, je vous ai montré que la paille, mais voilà, sur tous les autres, le lien, parfois on a des matrices assez vides, parce que voilà, il y a peu de matériaux, les gens n'ont pas la connaissance, ont perdu la connaissance. Moi, je connais très très bien la Terre, et donc la Terre, c'est vraiment quelque chose où la connaissance s'est perdue avec le temps, et donc là, ça repart, mais il faut recréer pas mal de choses. Et puis, justement, avec cette perte de connaissance et de familiarité, il y a la question de l'accès à la ressource qui n'est pas très simple. Voilà, il y a notamment en région parisienne, accéder à la ressource terre, c'est hyper compliqué parce qu'on est dans un lieu où, en effet, les terres, quand elles sont excavées, elles sont évacuées en décharge. En fait, on n'a pas accès à la construction. On accède facilement. Là, je vais passer assez vite parce que c'est complexe, mais en gros, je vais aller aux enseignements. Donc, c'est ce que je vous expliquais. On a pris des bâtiments qui avaient été faits il n'y a pas très longtemps et on a modifié la façon de les concevoir en intégrant beaucoup de biosourcés et de géosourcés et pour essayer de voir ce qu'on obtenait en gain carbone, en termes de coûts et si c'était facile ou pas facile en termes de système assurantiel et normatif. Donc on a fait ça pour 5 bâtiments, et à chacun des 5 bâtiments, il y avait à chaque fois différentes variantes. Donc on a tiré plusieurs résultats. On a fait aussi pas mal d'entretiens de gens qui avaient fait ça. Donc, l'idée, c'est quand on se lance sur un projet bio et géosourcé, il faut vraiment hyper bien connaître ce qui existe déjà en termes réglementaires. Parce qu'on a vu pas mal de gens finalement qui se lançaient dans des choses qui étaient très différentes du cadre qui existait. Et du coup, ils avaient des grandes difficultés. Alors qu'on a déjà un cadre qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, bien connaître ce cadre. Et après, on peut éventuellement proposer un pas en plus, mais pas passer de marcher 5 mètres à marcher 300 km. Il faut trouver un juste milieu pour pouvoir justement accompagner cette montée en compétences. Après, il y a la question aussi de se dire si on veut un bâtiment en paille ou en bois pour plein de raisons, parce qu'on veut économiser les ressources fossiles, éviter les excavations de nouveaux matériaux, proposer du confort à ses habitants, une meilleure qualité d'air, de vie, etc. Et ben on ne peut pas faire le bâtiment comme ça en l'air et après se dire on va y mettre de la paille. Il faut que dès le départ on se dise il sera en paille, il sera en bois, il sera en terre, il sera en chambre. Il faut qu'on se décide et après ça pilote la forme du bâtiment. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun parce que le béton il peut faire tout ce qu'on veut, n'importe quel sens, et donc notre esprit architectural c'est un peu brillé pendant les 60 dernières années, donc il faut aller arriver à recomprendre
que la matière est première dans le processus de conception. Et par ailleurs, si on veut se payer quelque chose dans notre bâtiment, il faut abandonner l'idée de faire des parkings en sous-sol qui coûtent extrêmement cher et pour un usage qui sera caduque d'ici 5 ou 10 ans quand il n'y aura plus dessus. Après, en termes de surcoût, donc toutes nos études ont montré que c'était plus cher. Donc on dit, il faut le savoir. Au départ, on sait que c'est plus cher, et donc dans les budgets, il faut qu'on mette plus de sous sur la partie bâtiment. Donc une bonne méthode de retirer des sous, c'est d'enlever les parkings souterrains. Et après, il y a d'autres méthodes. On peut simplifier la forme du bâtiment, éviter de faire plein de trucs biscornus, compliqués. Parce que déjà, c'est compliqué pour les matériaux, parce que la botte de paille, elle a du mal à faire des trucs un peu compliqués. Et ensuite, ça coûte plus cher. Donc il faut être un peu simple. Et après, bon, les gains carbone, on a des gains carbone hyper intéressants. Donc là, c'est validé. On est bon. Donc là, pareil, réinventer la conception à partir de la matière. Voilà, si ma botte de paille elle a une taille, je vais éviter de faire des ouvertures qu'il faut que je coupe ma botte de paille en deux, parce que c'est compliqué de couper une botte de paille en deux. Donc voilà. Après, il n'y a pas que les bottes de paille, mais c'est un exemple. Voilà. Là, c'était des images pour vous donner envie. Et puis après, à la fin, on a conclu. Donc moi, j'aime bien ce petit graphique parce que c'était pour dire, voilà, pendant 60 ans, on a fait un truc avec du béton qui répondait à tous les problèmes, toutes les contraintes, toutes les situations. Et là, aujourd'hui, si on veut travailler avec les ressources du territoire, éviter d'aller draguer du sable en pleine mer et aller chercher de la grave en concassant le Grand Palais, eh bien, il faut travailler avec les ressources qu'on a sur le coin. Donc, on en a plein et chaque ressource a sa capacité, donc c'est hyper compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que le béton, mais en même temps c'est beaucoup plus riche. Et en général, les architectes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils sont assez intéressés par ce travail-là parce que c'est aller retrouver un peu les performances, les atouts, les complexités de chaque matériau. Voilà, la paille elle fera pas tout, la terre elle fera pas tout, mais une alliance paire-taille, ça fait pas mal de trucs et il faut arriver à comprendre un peu les atouts de chacun. Et en conclusion, bon, c'est une stratégie, donc on a repris notre matrice parce qu'on aime bien les matrices, mais en gros il y a la question de soutenir les outils de transformation. Aujourd'hui la filière agricole elle est tournée vers l'alimentation, le textile, et la partie matériaux, qui peut exploiter soit des coproduits, soit des éléments qui peuvent être laissés au champ. Et la partie, détourner une partie de ce flux-là pour le transformer en matériaux, c'est pas encore tout à fait répandu partout. Donc c'est comment on arrive à soutenir cette demande pour soutenir, pour que côté coopérative agricole, ils aient envie de mettre en place ce travail d'export à destination de la construction. Donc la modification de la commande, donc ça s'adresse à tous les maîtres d'ouvrage publics, privés, c'est comment ils arrivent à commander des choses qui puissent être réalisées en paille, en terre, en chanvre, en lin, en pierre. Et assis sur tout ça, c'est la partie changement de culture. Donc la question du prix, on a exactement la même chose en alimentation. Aujourd'hui, notre vision de l'alimentation fait qu'on dit, voilà, on se donne 100 € par mois pour nourrir une famille de 4. Les chiffres sont pas bons, alors qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher que dans les années 50, on consacre 60% de tous nos revenus ménagers à acheter de la nourriture. Aujourd'hui, c'est plus que 10%. Pour la construction, c'est pareil, comme on arrive à remettre du prix dans des matériaux qui ont beaucoup d'intérêt, que ce soit en termes de gestion d'eau, chaleur, confort perçu, durabilité dans le temps, et en réinterrogeant d'autres postes qui sont peut-être moins utiles. Et derrière ce changement de culture, il y a évidemment toute la question de la formation, parce que notamment sur à tout niveau en fait,
voilà, parce qu'en fait, il peut y avoir certaines formations ciblées un peu sur le bois, un peu sur la terre, mais il manque vraiment d'une formation un peu globale, du CAP jusqu'au bac plus 5, et sur les différentes ressources. Donc ça peut être des politiques territoriales menées par la région, de faire des pôles de compétences. Il y en a un, par exemple, sur la terre qui existe en Rhône-Alpes depuis 50 ans, qui est connu dans le monde entier. Et donc c'est l'idée de se dire, si on veut mieux mettre en valeur ces ressources territoriales, d'accompagner ça aussi sur la formation. Et je crois que j'ai terminé. Ça passe plus longtemps. Merci beaucoup. Donc si vous voulez le feuilleter, on a fait un petit livre parce qu'en fait on a 3 fois 400 pages d'études et donc là tout est résumé en 50 pages avec des images écrites en Et on peut retrouver l'intégralité de votre travail de recherche sur Ecopolis, c'est ça, sur le site. Ou là, sur le centre de ressources disponible. Merci beaucoup. Merci. Pareil, on pourra ensuite poser des questions à Magali si vous le souhaitez. Du coup, on vous propose, on a un peu dépassé notre horaire, on vous propose de voir une vidéo qui dure à peu près 15 minutes. On va voir avec Valentine si on la coupe un peu pour que ça soit moins long, d'une enseignante chercheuse de l'Institut Agro qui s'appelle Laure Vidal-Baudet. Et je vais aller voir, c'est assez intéressant aussi pour nous parler de nos sols. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laure Vidal-Baudet. Je suis professeure à l'Institut Agro Rennes-Angers en agronomie urbaine. Donc, mon métier, moi, c'est d'être enseignant-chercheur, donc de mener à la fois des missions d'enseignement et je suis aussi co-responsable d'une spécialisation qui s'appelle ingénierie des espaces végétalisés urbains. Et puis, mener des activités de recherche dans le domaine plus particulièrement du contexte urbain et dont je travaille principalement sur les sols urbains. Alors, sur les sols urbains, c'est quelque chose qui peut être assez vague parce qu'on peut, dans les sols, s'intéresser aux propriétés physico-chimiques des sols, aux constituants du sol, mais on peut aussi s'intéresser à la vie du sol. Est-ce que les sols urbains sont des sols vivants, à la biodiversité des sols? Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement quand même aux propriétés physico-chimiques des sols en lien avec la qualité et la santé des sols. Alors, effectivement, quand on s'intéresse au sol, on doit tout de suite penser que c'est un matériau qui n'est pas renouvelable. Pourquoi? Parce que le sol met des milliers, voire des millions d'années à se former. Le sol, il provient de quoi? Il provient de l'altération de la roche qui, du fait d'action de différents facteurs, comme donc le climat, les alternances d'humectation-dessiccation, les températures froides, les températures élevées, ensuite des végétaux qui vont venir aider à la dégradation, des micro-organismes, des organismes du sol, plus le facteur temps fait que le sol, petit à petit, va se former à partir de la roche-mère, enfin du matériau parental. Et effectivement, donc ça, ce sont des facteurs naturels, et il y a un nouveau facteur qui est intervenu depuis un certain nombre d'années. On estime que c'est quand même depuis la fin du 19e siècle que l'homme est un facteur supplémentaire qui va intervenir dans la formation du sol ou sa transformation, et souvent en altérant cette ressource, et ce qui fait qu'on considère qu'actuellement les sols au niveau mondial sont menacés par les activités anthropiques. Et donc, ces menaces font que cette ressource qui est altérée est en train de diminuer et que ça pose des problèmes en termes de sécurité alimentaire. Effectivement, maintenant, il y a une prise de conscience sur ces menaces qui sont appliquées sur les sols du fait des activités anthropiques.
Et une des menaces les plus, on va dire, dans la législation récente, la menace qui est vraiment prise en compte actuellement, c'est l'artificialisation des sols. Il y a des lois donc très récentes comme le plan biodiversité de 2018 et la loi climat et résilience de 2021 qui sont là pour essayer de limiter ou même réduire et supprimer cette artificialisation qui, comme je le disais tout à l'heure, menace la sécurité alimentaire, parce que l'artificialisation, c'est quoi? C'est un changement d'usage des sols et qui se fait au détriment des sols naturels, agricoles et forestiers. Et donc, ce changement d'usage fait que les ressources naturelles vont être impactées et donc moins disponibles pour notamment produire de l'alimentation et être autosuffisant en termes de production alimentaire. Et donc, l'idée de ces lois, c'est de faire en sorte que l'étalement urbain soit limité ou en tout cas circonscrit et d'essayer de densifier la ville et d'utiliser au maximum les espaces disponibles, soit pour donc construire plus densément, mais soit aussi pour renaturer la ville quand c'est possible. Et alors, comme les espaces en ville disponibles pour renaturer ne sont pas non plus très nombreux, les solutions vers lesquelles on tend actuellement, c'est la désimperméabilisation des sols et d'essayer de récupérer des sols qui ont servi pour être support d'infrastructures routières, des parkings, ou même dans les cours d'école, c'est d'essayer de retrouver des espaces ouverts pour permettre au sol de remplir un certain nombre de fonctions qui ne peuvent pas être remplies en ville du fait des sols qui sont imperméabilisés. Jusqu'il y a quelques années, on le considérait surtout pour son rôle de support d'infrastructures routières, support de bâtiments, un peu support de végétation, mais une végétation que l'on considérait surtout pour son rôle esthétique finalement, ou un peu sanitaire, puisque déjà quand Haussmann et Luc Alphand avaient végétalisé Paris, l'idée c'était un rôle sanitaire, de créer des grandes avenues végétalisées. Mais ensuite, quand la ville s'est développée après la Deuxième Guerre mondiale, on ne s'est pas du tout préoccupé de la qualité et de la santé des sols. Et on se rend compte actuellement que pour pouvoir justement renaturer la ville et que le sol puisse remplir tout un tas de fonctions supplémentaires qu'on lui demande maintenant, il faut s'intéresser à sa qualité et à sa santé. Et effectivement, les nouvelles fonctions que l'on attend des sols, c'est qu'ils soient capables donc de jouer un rôle dans le cycle de l'eau, d'infiltrer de l'eau, de stocker de l'eau et donc de rendre un service de réduction des inondations, mais aussi de stocker du carbone et d'être capable de retenir davantage de matières organiques pour pouvoir compenser les émissions de gaz à effet de serre, donc participer à la régulation du climat local et éventuellement du climat plus global quand on s'intéresse à l'échelle de la métropole. Donc d'être capable d'être support de végétation, d'être support de biodiversité. Donc ça veut dire qu'on attend des sols qui sont multifonctionnels, c'est-à-dire qu'en plus des fonctions de support de bâtiments, on leur demande d'être multifonctionnels et aussi d'être support de production alimentaire avec le développement de l'agriculture urbaine, donc d'avoir une multifonctionnalité, et ce qui est quand même quelque chose de très compliqué à vérifier. Il faut se dire que cette préoccupation de la protection du sol et de la gestion des sols doit se faire à toutes les échelles et au niveau de tout le territoire métropolitain français et puis après dans les autres départements au-delà de la métropole. Le programme CITER, c'est un programme qui a démarré en 2011. En fait, de 2011 à 2015, c'était un programme innovant financé par l'ADEME à hauteur de 1,5 million quand même. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, il faut absolument protéger la ressource sol, mais on a quand même besoin de construire des sols en ville
pour pouvoir justement aller vers cette renaturation de la ville. Donc l'idée, ça a été de dire, mais en ville, donc il y a des matériaux primaires qui rentrent, que l'on utilise, mais il y a aussi des déchets qui ressortent de la ville, donc on est sur un modèle linéaire, et la volonté, c'était de dépasser ce modèle linéaire pour aller plutôt vers un modèle circulaire, en essayant de voir si on ne pouvait pas réutiliser des déchets qui sont produits par la ville, mais qui finalement pourraient avoir une seconde vie pour essayer de les utiliser pour construire des sols fertiles. Donc, c'est-à-dire valoriser en place ces matériaux. Donc, pour ça, on avait sélectionné des déchets minéraux et des déchets organiques. Donc, comme déchets minéraux, par exemple, des bétons de déconstruction, des déchets de démolition du bâtiment, des déchets de fabrication de briques ou de tuiles. Et en déchets organiques, c'était des déchets verts non compostés ou des bouts de papeterie, enfin voilà, ce type de matériaux. Et après, la question que l'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'il faut les mélanger, les agencer, en quelle proportion pour pouvoir construire ensuite des sols avec différentes couches, différents horizons, parce qu'un sol, souvent, est constitué par plusieurs couches plus ou moins altérées. Et donc, combien de couches on veut construire? Quels sont les objectifs de la couche que l'on met en place? Est-ce que c'est un horizon qui va servir pour la croissance, ou alors un horizon plus technique qui va être en capacité de retenir de l'eau, ou un horizon qui va être capable de résister à des contraintes mécaniques, notamment pour les arbres d'alignement? Et donc voilà, on a testé ça pendant plusieurs années. Et à la fin des 5 ans du programme de recherche, eh bien, on avait construit un petit outil d'aide à la décision, mais qui n'était pas finalisé. Et donc notre idée, c'était de pouvoir terminer cet outil et aussi de mettre en place des sites pilotes. Parce que dans le cadre du programme de recherche, on avait travaillé plutôt sur des petits modèles réduits ou des lysimètres. Et donc, c'était pas suffisamment clair en termes de démonstration sur le fait qu'il n'y avait pas de risque sanitaire ou environnemental par rapport à l'utilisation de ces déchets. Donc là, c'est le projet du programme CITER 2, donc, qui a démarré en 2023, donc il va durer 3 ans. Et où là, donc, le premier objectif, c'est de terminer notre outil d'aide à la conception des mélanges en fonction des matières premières dont on dispose. Et donc cet outil, quand il sera terminé, sera à disposition de tous, des collectivités, des aménageurs, etc. Mais il nous restait quand même encore des validations scientifiques à faire. Et puis le deuxième objectif, c'est d'écrire des sites pilotes, donc en mettre en place ou d'écrire des sites qui sont déjà en place depuis pas très longtemps, mais dont on connaît l'état initial, pour lesquels on a les analyses initiales qu'on appelle nous AT0. Et puis, donc, à la fin des 3 ans et demi du programme de recherche, voilà, on espère être en capacité de montrer qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement de mettre en place cette filière de construction de sols fertiles, pas de risque non plus pour la santé humaine. Et donc, après, rediscuter de nouveau avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie pour voir ce qu'il est possible de faire quant à la mise en place de cette filière. Bon, sachant que ce qui freinait un petit peu finalement, l'acceptation au niveau, notamment du ministère de l'Agriculture, c'est si après des gens font de l'agriculture urbaine sur ce type de sol construit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Et donc voilà, c'est là qu'il faut prouver que les risques sont très réduits, voire inexistants. Quand il y a un chantier d'aménagement, de construction d'une ZAC, par exemple, souvent on va décaper effectivement le premier horizon qui fait à peu près 30 cm que l'on considère comme être de la terre végétale et que l'on va pouvoir réutiliser ensuite pour l'aménagement du site ou revendre ailleurs pour être utilisé. Mais sinon, tout ce qui est en dessous, qui va être excavé pour faire des fondations, etc., si on le laisse sur le site, c'est pas un déchet. Dès qu'on va le sortir du site, ça devient un déchet. Alors effectivement, en région parisienne, il y a des grandes entreprises qui se sont montées, surtout avec l'aménagement du Grand Paris, pour essayer de valoriser ce qu'on appelle terre excavée. Et donc, il y a des guides publiés par le BRGM qui expliquent comment valoriser et réutiliser ces terres en aménagement paysager, mais à condition d'avoir une autorisation, parce que ce sont quand même des déchets.
Mais après, tout ce qui ne peut pas être valorisé par de l'économie circulaire va aller dans des dépôts, effectivement, de déchets, alors qui, pour certains, alors en fonction de la dangerosité des déchets, les déchets ne sont pas amenés dans les mêmes sites de dépôt, mais ça, c'est très, très réglementé, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais effectivement, ça pose un problème. C'est-à-dire que pour pouvoir aller stocker ces déchets en dehors de la ville, eh ben, il faut trouver des espaces pour le faire. Et que c'est souvent au détriment de sites qui pourraient être préservés. D'où l'idée, effectivement, d'essayer de valoriser ces matériaux. Alors, il faut savoir quand même qu'actuellement, le béton de déconstruction est assez bien valorisé, notamment en géotechnique routière. C'est pareil, quand on rénove des voiries, maintenant, tout ce qui est revêtement de surface, ça va être raboté, réutilisé. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour valoriser les déchets du bâtiment, qui représentent le plus gros des déchets qui sortent de la ville. Et ces déchets sont recyclés à peu près pour moitié, mais donc il y a encore des progrès à faire sur certains déchets qui pourraient être valorisés. Actuellement, on se rend compte que le sol, il est pris en compte non plus uniquement parce qu'il est pollué et qu'il faut essayer de faire quelque chose, mais aussi parce que c'est un élément indispensable du développement durable et du bien-être que ça va pouvoir apporter à l'humain. Et donc, il faut absolument le préserver et mieux le gérer. Et que donc les collectivités, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont confrontées à ce problème de connaissance du sol et de prise en compte des protections du sol. Donc, moi, je suis optimiste et j'espère que ça ne va aller qu'en s'amplifiant, voilà, pour protéger et mieux gérer les sols. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. J'espère qu'on ne vous a pas trop endormi. On aurait aimé que Laure soit avec nous ce soir, mais elle était à Nice, donc c'est pour ça qu'on vous a proposé cette visio qu'on avait faite avec elle et qu'on a montée par la suite pour que vous ayez quand même une restitution de ce qu'elle nous avait raconté. Ça nous paraissait essentiel de parler aussi du sol, évidemment. Du coup, on vous propose une dernière petite intervention de moins de 3 minutes, donc de Charlotte Morel, et par rapport à son petit guide qu'elle a fait sur Propag, et voilà, et de sa démarche. Donc elle va l'expliquer très vite. Et pareil, cette petite brochure, vous pouvez la télécharger on la trouve partout. Vous faites pourquoi construire en paille et vous allez tomber dessus. Voilà. Elle est assez succincte, c'est assez synthétique, c'est sympa. Voilà. Ça me paraissait aussi intéressant de faire intervenir une personne qui n'était pas une conceptrice, une architecte ou une paysagiste, mais c'est pour montrer qu'il y a d'autres professionnels qui sont engagés en fait dans ces filières plus vertueuses. Et donc ici en fait c'est une jeune femme qui est menuisière, charpentière et qui s'est formée par vocation, par conviction à la formation Propag. Et donc pour restituer un petit peu tout ce qu'elle a appris sur plusieurs semaines. Je fais sa petite introduction parce que elle n'est pas avec nous, elle aurait aimé être là, mais elle est dans les Landes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de remonter en Mayenne. Donc elle a fait une petite vidéo de 3 minutes juste pour illustrer ce qu'elle a appris. Donc du coup, sa brochure est disponible sur ce site, donc c'est Charlotte Morel, et c'est téléchargeable en PDF. Bonjour et merci pour cette invitation du CAUE à participer à cette rencontre qui questionne les ressources dans la construction. J'habite dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, donc je vous ai enregistré une petite vidéo de présentation. Je m'appelle Charlotte Morel, je suis designer de formation et j'ai entamé une reconversion dans le secteur du bâtiment il y a 3 ans, et plus précisément en éco-construction. J'ai donc découvert le monde de la fabrication en atelier et sur chantier pour équilibrer mon approche entre conception et fabrication. Je me suis d'abord formée à la menuiserie pour ensuite changer d'échelle et apprendre des techniques de construction écologique. J'ai fait une formation charpentier maçon terre crue
qui traite de toutes les techniques de construction à base de terre crue. Donc on a les briques, les adobes, le pisé, le torchis, la terre allégée, les enduits, etc. Mais aussi des techniques d'ossature bois qui permettent d'accueillir ces matériaux biosourcés et géosourcés comme la terre, la paille, mais aussi le chanvre, etc. Donc j'ai été formée dans le cadre de cette formation charpentier maçon terre crue par le RFCP, le réseau français de la construction paille, dans le cadre du module ProPaille qu'on retrouve aussi dans d'autres régions. C'est un module d'1 semaine. Et c'est à ce sujet que j'ai été invitée par le CAUE pour vous présenter un petit ouvrage que j'ai réalisé à l'issue de cette formation. Actuellement, je continue à me former à la charpente pour compléter tout cela par un titre professionnel charpentier bois en alternance pour avoir une approche complète sur le système de construction bois, terre, paille. Si vous ne l'avez pas encore entendu ou lu, bois, terre, paille, vous l'aurez compris, c'est le BTP de demain. Je suis convaincue par la construction paille. La France est pionnière en Europe en la matière et la filière a un bel avenir devant elle. La paille répond à la fois à la question des ressources et de la performance énergétique. C'est un matériau disponible en très grande quantité pour le monde du bâtiment, sans faire de concurrence à l'agriculture. On parle de coproduits. Et les maisons en paille répondent haut la main aux exigences environnementales et thermiques. Pour soutenir cette filière en plein développement, j'ai souhaité créer un petit guide illustré de la construction paille, disponible en libre accès en téléchargement gratuit et qui rassemble quelques chiffres et arguments clés de façon à convaincre. Je précise qu'il est loin d'être aussi riche et technique qu'une formation du RFCP. C'est un ouvrage de vulgarisation synthétique. Je l'ai partagé donc en licence libre pour que sa diffusion puisse être facilitée. Il a été relu par le RFCP lui-même et il semblerait qu'il soit arrivé jusqu'à chez vous. Donc merci au CAUE de vous le partager ce soir. S'il peut vous servir, être un outil pour convaincre des collaborateurs ou des clients sur de nouveaux projets, je vous en remercie et j'en serai ravie. Donc bonne lecture et merci de m'avoir écoutée. Formation ProPaille. Tu veux dire un mot ou... Tu me prends au dépourvu là. C'est pour montrer qu'en Mayenne aussi, il y a des architectes. Oui, il y en a beaucoup qui sont formés. Il y a beaucoup de charpentiers aussi en Mayenne qui sont même structurés pour construire des murs en ossature bois en atelier, les remplir de paille, les recouvrir du pare-vapeur pour qu'ils arrivent protégés, parce que la paille ne doit surtout pas prendre l'eau, c'est ça le risque. Pour arriver déjà prêt à être assemblé sur chantier quand les chantiers le permettent. Donc c'est même des chantiers qui peuvent être montés, préparés avant pour avoir des bâtiments qui sortent de terre assez rapidement. Merci. Il faut oser passer le pas. Et pour finir, du coup, on voulait aussi vous dire que prochainement, nous aurons le plaisir d'accueillir au CAUE, donc de rue de l'Ermitage à Laval, une exposition qui s'appelle Matière grise et qui est toujours sur cette thématique du matériau, du réemploi, de l'architecture. Et cette exposition, elle a été faite par un architecte qui s'appelle Encore Heureux dans les années 2014-2015 et qui nous vient donc du pavillon d'Arsenal. Et on l'accompagnera de conférences, de visites ou d'autres choses quelques temps de l'année. Voilà. Et puis, en parallèle, on a commencé à réfléchir à nos prochains rendez-vous du mardi. Donc voilà, vous pouvez avoir une approche et on va continuer à les travailler pour l'année 2025. Voilà. Après, on va vous inviter. Alors, si on a pensé quelque chose avec Guylaine, avec Séché Environnement, on pourrait vous proposer, si cela vous intéresse, d'avoir un jour, comme l'a dit plusieurs fois Guylaine, mais aussi les 3 autres représentants de Séché, une visite des 3 heures du site. On pourrait faire ça un jour et s'organiser, ça ne sera peut-être pas le soir. Non, ça ne sera pas le soir. Mais on pourrait le proposer si ça vous donne l'envie de mieux comprendre comment ça se passe sur un site comme ici. Voilà, un plaisir. Merci beaucoup, merci aux intervenants. Et puis, on vous invite.